Bonjour à tous, bonjour chers adhérents, bonjour chers amis de la Chambre de commerce. Je voudrais vous dire que dans cette fin d'année 2020, nous fêtons le 12e anniversaire de la Chambre et en dépit des difficultés que nous connaissons tous, je peux vous affirmer que notre Chambre est restée robuste et se porte bien. D'abord, ses membres lui sont restés fidèles, nous avons même pu constater une certaine augmentation du nombre des adhérents depuis le début de l'année, ce qui est tout à fait exceptionnel et plus que satisfaisant. Les finances sont saines et nous avons suffisamment de réserves pour envisager l'avenir, quoi qu'il en soit. Et puis, je crois que nous avons fait preuve cette année, en dépit encore une fois de toutes les difficultés ambiantes, d'un grand dynamisme en utilisant évidemment tous les moyens digitaux à notre disposition, tous les moyens de communication, y compris les réseaux sociaux bien entendu, ce qui nous a permis de rester en contact quasi permanent avec nos membres, et pas seulement nos membres résidents en France, mais également des membres associés qui sont au Brésil. En aménageant les horaires, on a pu de façon peut-être d'ailleurs plus efficace encore qu'avant, rester en contact avec nos adhérents outre-Atlantique. Alors ça, c'est une grande satisfaction pour nous. Et la deuxième satisfaction, qui est peut-être plus grande encore, c'est d'avoir aujourd'hui deux intervenants tout à fait éminents qui président au sort de notre Chambre. Je veux parler d'abord de notre président officiel, notre nouveau président, M. Jean-Pierre Clavadieu. Tout le monde sait qu'il dirige les plus grandes entreprises françaises et internationales, Engie. Et Engie est évidemment très présente au Brésil, il nous le dira mieux que moi. Mais ce que je peux noter déjà, c'est que notre président a vécu au Brésil, il parle admirablement le brésilien, beaucoup mieux que moi, et il est affectionné à ce pays. Et puis naturellement, pour la conclusion, nous aurons notre grand protecteur, notre ambassadeur du Brésil en France, son Excellence Luis Fernando Serra, qui, encore une fois, a toujours manifesté, dès sa prise de fonction, de l'intérêt pour notre Chambre. En ce qui concerne la Chambre, je voudrais vous dire qu'elle est décidée à aller toujours de l'avant, à donner tout son possible pour favoriser les relations bilatérales économiques. Et je crois que cet engagement, vous pourrez le vérifier dans les semaines et les mois qui viennent. Vous pouvez en être sûr et soyez certain que vous serez toujours accueillis chez nous. Avant de donner la parole à nos deux éminents intervenants, je voudrais simplement vous souhaiter un joyeux Noël à tous et une heureuse fin d'année, en espérant que nous aurons d'autres occasions de communiquer de façon comme ça un petit peu distante, mais j'espère un jour que nous pourrons nous revoir à la Chambre directement et physiquement. À très bientôt. Monsieur le Président, Jean-Pierre Clavadieu, voulez-vous avoir la gentillesse de prendre la parole? Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Écoutez, moi, je suis très heureux de me retrouver dans cette petite assemblée. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est à la fois frustré parce que nos assemblées, elles se passent souvent derrière ces écrans. Et en même temps, ça permet de faire beaucoup de choses. J'étais tout à l'heure à Montréal, virtuellement, dans la conférence des Amériques, où d'ailleurs, je me retrouvais à parler avec un représentant de la Caisse des dépôts du Québec, qui est notre partenaire pour notre projet brésilien. Donc, on a échangé aussi quelques mots sur le Brésil. Mais simplement, c'est vrai qu'on traverse un moment difficile et je voudrais vraiment saluer l'action de Philippe et de ses collègues de la Chambre pour garder le contact dans ces périodes. Et je pense qu'au fond, ce que nous pouvons espérer, c'est qu'à un moment où nous sommes privés des contacts physiques, grâce à ces moyens et aux efforts des uns ou des autres, nous arrivons à continuer à former une collectivité dans l'attente du moment où nous pourrons nous retrouver tous et échanger à nouveau en face à face. Donc pour cela, vraiment, bravo Philippe et merci Monsieur l'Ambassadeur de m'avoir approché à quelques reprises pour me convaincre finalement d'accepter
Bon, cet honneur, en fait, je ne veux pas dire cette charge, mais parce qu'effectivement, je suis un grand supporter des relations entre la France et le Brésil et je suis heureux d'apporter ma modeste pierre. C'est vrai, quand vous m'avez dit que vous cherchiez quelqu'un pour succéder à Carlos Ghosn, j'étais à la fois extrêmement flatté et un tout petit peu inquiet, mais je ne développerai pas plus ces deux points. Non, peut-être simplement dire que j'ai effectivement un double attachement au Brésil, peut-être même un triple. Alors d'abord personnel. Alors il est lié au fait que mes fonctions précédentes dans un grand groupe de chimie et de pharmacie français, Rhône-Poulenc, m'aient amené à y passer 3 ans, à une époque où j'étais en train de faire mes armes finalement de dirigeant opérationnel et j'y ai passé vraiment 3 superbes années et j'en ai gardé la conviction d'un pays qui se mariait bien avec la culture française. J'ai eu l'occasion avec vous, monsieur l'ambassadeur, de visiter l'exposition que vous avez de photographie que vous avez organisée à l'ambassade sur ce thème justement je crois que le titre c'était France-Brésil, une histoire d'amour, et j'ai vraiment ressenti ça. Je pense qu'entre nos deux pays, il y a quelque chose d'assez exceptionnel et qu'il faut développer. D'ailleurs, j'ai découvert avec surprise, parce que j'ai rencontré, comme j'aime bien la photo, j'ai rencontré Sébastien Salgado il y a pas très longtemps, et j'ai découvert avec surprise, je le savais, photographe brésilien, mais j'ai découvert avec surprise qu'il avait aussi une relation très très forte avec la France. Que oui, je pense que ce sont de très nombreuses histoires d'amour entre la France et le Brésil, et je pense que c'est important de les valoriser. Professionnellement, j'y ai effectivement fait mes armes de dirigeant d'entreprise en dirigeant les activités qui étaient de la chimie de Rhône-Poulenc dans un premier temps et qui sont devenues Rhodia ensuite. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que le Brésil est un pays dans lequel d'abord les expatriés sont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui n'est pas le cas partout. Et puis l'environnement des affaires brésiliens est vraiment de très très grande qualité. J'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs brésiliens, dont je suis d'ailleurs encore au contact de beaucoup d'entre eux, mais qui sont vraiment des dirigeants impressionnants par leurs compétences, leur motivation, et puis un environnement dans la partie très industrialisée du Brésil, qui est un environnement de très bonne qualité. Et puis aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration d'un grand groupe, Engie, pour lequel le Brésil est un pays très très important. En fait, en termes de contribution aux résultats, c'est le deuxième pays pour Engie. On pense beaucoup à Engie, groupe français, c'est vrai d'ailleurs. Hein, nous y déployons une très grande partie de nos effectifs. N'empêche que les positions que nous avons construites au fil des années au Brésil fait que ce pays est à la deuxième place en termes de contribution aux résultats et avec un potentiel de développement qui, pour nous, continue à être très important. On s'y est développé d'abord au travers d'hydroélectricité, puis énergie renouvelable. Nous sommes un grand développeur d'énergie renouvelable dans le nord-est du Brésil, essentiellement l'éolien. Et puis, nous avons fait le choix il y a 2 ans. Nous avons fait le choix. Nous sommes portés candidats pour reprendre une partie du réseau de gazoducs de Petrobras. Donc, le projet s'est réalisé. Il s'appelle TAG dans notre jargon. C'est le nom de la société que nous avons rachetée en partenariat avec nos amis québécois. Et c'est franchement un grand succès. Malgré les vicissitudes liées à la dévalorisation du réal, le projet reste tout à fait en ligne avec nos attentes initiales et nous avons vraiment l'impression d'avoir là une base qui va nous permettre de continuer à nous développer. La petite difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que le conseil d'administration du groupe avait mis un plafond. Il ne fallait pas que le Brésil représente plus qu'un certain pourcentage de nos résultats. On est en train de toucher ce plafond. Donc, le président du conseil joue de toute son influence pour dire qu'au fond, ce n'est pas forcément très grave si nous allons un petit peu plus loin parce que je le dis en conseil d'Engie, mais j'en suis persuadé, le Brésil a toujours su reconnaître les investisseurs fidèles de long terme. Rhône-Poulenc au Brésil, donc c'est une histoire qui a démarré en 1916 ou 17 avec le lance-parfum à Rio. On est passé au travers de plein de périodes dans l'histoire et dans l'économie du Brésil et c'est resté vraiment un des joyaux de ce groupe. Et donc le Brésil sait récompenser ceux qui ont une vision de long terme et qui sont fidèles. Et puis dans le même temps, au travers de mes responsabilités en France, j'étais quelque temps président de l'association France-Brésil du MEDEF. Je me suis aperçu que la vision du Brésil pouvait être très différente entre les entreprises qui avaient une longue histoire, des équipes, et puis ceux qui cherchaient à y rentrer.
pour lequel le pays apparaît souvent plus complexe, avec des clés qui sont un peu plus difficiles à trouver. Et du coup, je pense qu'un travail comme celui que fait la Chambre est vraiment très important pour aider au développement des relations entre nos deux pays. Peut-être d'ailleurs pour contribuer, je sais que Monsieur l'ambassadeur y est très attentif, à rééquilibrer les flux d'échanges entre les deux pays. Et il y a beaucoup à faire, effectivement. Et puis peut-être aussi à aider quelques groupes brésiliens à prendre des positions en France et en Europe. Hein. C'est encore un domaine dans lequel il y a probablement un gros potentiel à développer. Et donc, quand vous m'avez proposé de prendre la présidence de la Chambre, ben, j'ai répondu présent à un moment où les relations politiques sont un peu plus étaient, je crois que ça s'améliore, étaient un petit peu plus difficiles. Je crois que les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires, ont beaucoup à faire dans ces périodes pour montrer que oui, il peut y avoir à tel ou tel moment des difficultés, des désalignements, des sensibilités, mais qu'en réalité, la relation économique entre les deux pays a une telle force qu'elle doit entraîner le politique avec elle. Et donc, très modestement, je me mets à disposition de la Chambre pour essayer de contribuer à ces relations auxquelles je crois. Je pense que les entreprises françaises, au moins celles qui ont fait partie des premiers investisseurs au Brésil, ont vraiment démontré que ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette histoire d'amour entre les deux pays, elle a un versant économique et qu'on est capable vraiment de bien s'entendre et de bien réussir. Et je crois que c'est sur ce constat-là qu'il faut bâtir pour continuer à développer nos relations. Voilà ce que je voulais vous dire, cher Philippe, cher monsieur l'ambassadeur. Et donc, je suis à votre disposition pour essayer de ramener un certain nombre de mes collègues dirigeants de grandes entreprises autour de cette chambre. J'ai déjà un ou deux retours de dirigeants qui m'ont dit « Oui, tu as raison, il faut qu'on revienne ». Et puis faire en sorte que ces relations économiques continuent à se développer. Parce que, alors, pour le coup, je suis vraiment convaincu que le commerce international et les échanges sont absolument essentiels pour développer l'économie. Je sais que ça apparaît quelquefois une vision de l'ancien monde, mais je ne crois pas à un renfermement de l'économie dans chaque pays ou dans chaque grande zone géographique. Je pense qu'au contraire, l'échange est effectivement quelque chose qui nous permet d'être plus forts ici et là. Voilà ce que je voulais vous dire en souhaitant un bon anniversaire à notre Chambre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce sont des propos qui nous touchent beaucoup et que nous partageons parfaitement. Je crois que la parole est maintenant à notre ambassadeur. Luis Fernando, est-ce que tu veux bien prendre le micro, si je puis dire, et nous présenter aussi ta vision de la relation bilatérale? Je crois que Jean-Pierre Clamadieu a dit des choses extrêmement intéressantes et positives sur cette relation. Mais toi qui en es le gestionnaire par définition, quelle est ton impression et qu'est-ce que tu peux nous dire à cet égard? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Je suis très content d'être ici à cet événement. Je voudrais faire deux commentaires sur le discours, sur la présentation de Monsieur le Président Clamadieu. Je suis très content d'entendre que le Brésil disons, rémunéré ceux qui lui sont fidèles. Ça, c'est un constat qui vraiment est musique pour nos yeux, nos oreilles. Je voudrais aussi dire que le Brésil, Monsieur Clamadieu a parlé de rééquilibrage du commerce. Vraiment, ce n'est pas la priorité du Brésil, au moins avec la France. Notre priorité est de doubler le flux. Le déficit franco-brésilien, c'est-à-dire le déficit brésilien dans les rapports commerciaux avec la France, est d'1 milliard de dollars. Ça, c'est rien si on voit que jusqu'au présent, jusqu'au mois de novembre, jusqu'au mois d'octobre, le Brésil a fait un solde de 47 milliards de dollars dans le commerce extérieur.
Alors là, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de revenir, disons, au chiffre de 10 milliards de dollars de flux qu'on avait en 2013. Aujourd'hui, on a moins de 5 milliards et c'est, enfin, c'est pas bon pour les deux pays. Je préfère avoir un déficit qui soit le double, à avoir un commerce si faible comme on le voit aujourd'hui. Bon, mais si vous me permettez, je ferai mon discours. Comme disent les hommes politiques au Brésil, avant le discours, je voudrais dire quelques mots. Je les ai déjà dit. Alors, on passe au discours. Cher Monsieur Jean-Pierre Clamadieu, président de la Chambre de commerce du Brésil en France et président du conseil d'administration d'Engie. Cher Monsieur Philippe Lecourtier, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Brésil en France, chers associés, mesdames et messieurs. C'est avec une grande satisfaction que je participe à ce séminaire virtuel pour célébrer les 12 ans de la Chambre de commerce du Brésil en France. Comme vous le savez, la Chambre créée le 19 décembre 2008 grâce à l'engagement de mon ami Philippe Lecourtier s'est affirmée en tant que référence pour le networking et la diffusion d'informations sur les affaires entre entreprises et professionnels du Brésil et de la France. C'est pour moi un privilège que d'être le président d'honneur de cette institution dont l'ambassade du Brésil est l'un des membres fondateurs. Tout au long de 2020, je puis suivre une chambre du commerce qui a su rester active malgré les contextes de crise sanitaire. Pour continuer vivante et pertinente en cette période de pandémie, aussi bien la Chambre que bon nombre de ses membres ont accéléré leur transition numérique et relevé le défi de développer leur activité en ligne. Je considère le bilan comme très positif puisque 13 séminaires en ligne et 39 réunions virtuelles ont pu avoir lieu en 2020. De plus, 22 articles ont été publiés par la commission juridique de la CCBF. Par ailleurs, l'activité de la Chambre sur les réseaux sociaux a été considérablement renforcée, en particulier sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Malgré une année difficile, il y a donc bien matière à célébrer. J'aimerais d'ailleurs saluer les entreprises qui ont adhéré à la Chambre en 2020, parmi lesquelles les cabinets d'avocats Pontes Vieira et Wolfcon, les entreprises de conseil CPS associés, FIGroup et Muvola, l'entreprise de FinTech Brapago, l'importateur Fioresi, le laboratoire Pierre Fabre, la Fondation Amazonia Sustentable, ainsi que tous les nouveaux membres, personnes physiques et étudiants. Je suis certain que la présence de tous les nouveaux adhérents contribuera à rendre encore plus dynamique le quotidien de networking de la Chambre en 2021 dans un contexte de reprise de l'économie dans nos pays. Cette relance économique est urgente car, nous le savons, l'année 2020 a été très exigeante pour les économies brésiliennes et françaises ainsi que pour le commerce bilatéral. Sur le plan économique, les dernières estimations de Bercy indiquent que le PIB de la France sera, à l'issue de 2020, 9% à 10% inférieur à celui de 2019. De même, le dernier bulletin Focus de la Banque centrale du Brésil prévoit que notre PIB devrait reculer entre 4,4% et 4,5% cette année par rapport à l'année dernière. Malheureusement, une hausse du chômage a également eu lieu. Il est passé en 2020 de 7% à 9% de la population économiquement active en France et de 12,2% à 14,4% au Brésil sur la même période. En ce qui concerne le commerce bilatéral, comme je vous disais tout à l'heure, une chute de 16,2% du flux de commerce a été enregistrée entre janvier et novembre 2020, celui-ci s'élevant à 4,7 milliards de dollars contre 5,6 milliards de dollars sur la même période de l'année dernière. Ce montant est cependant très inférieur au pic atteint en 2013 de près de 10 milliards de dollars. En dépit de ces contextes difficiles en 2020,
des perspectives très encourageantes se dessinent pour 2021. Le Brésil entamera l'année 2021 avec un taux directeur, le Selic, à son plancher historique de 2% par an. L'inflation dans mon pays reste conforme à l'objectif malgré les pressions issues de la pandémie et de la dévaluation monétaire. Pour rappel, la Banque centrale brésilienne prévoit une inflation accumulée de 3,54% pour la fin de l'année 2020, ce qui sera un résultat inférieur à l'objectif fixé pour la période, soit 4%. De même, nos réserves internationales sont restées élevées tout au long de cette période de crise et étaient estimées à environ 355 milliards de dollars à la fin d'octobre dernier. À la différence des situations passées, la crise de la demande agrégée que le Brésil traverse n'a pas mené à une crise d'échange, ce qui démontre la solidité de sa politique monétaire. Par ailleurs, la Banque centrale prévoit pour l'année prochaine une croissance du PIB brésilien de 3,5%. La France, quant à elle, pourrait attendre jusqu'à 6% de croissance pour son PIB en 2021 après la baisse de 2020 selon les données de l'OCDE. Ce contexte favorable commence déjà à se traduire en chiffres concrets. En effet, la croissance pour le troisième trimestre de 2020 a été de 7,7% du PIB au Brésil et de 18,22% en France par rapport au deuxième trimestre. Cette importante reprise ainsi que les attentes optimistes des investisseurs n'ont pas manqué de se refléter dans la capitalisation des entreprises cotées en bourse au Brésil, dont l'indice Ibovespa a bondi de 63 000 points en mars 2020 à près de 113 000 points en ce mois de décembre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2015, ce même indice était au plus bas avec 38 000 points, soit un tiers du niveau actuel. Dans ces conditions, c'est avec conviction que je peux affirmer que l'année 2021 sera celle de la récupération économique pour nos pays et que le marché brésilien continuera d'être stratégique pour les entreprises françaises. Rappelons ici que le stock d'investissement français au Brésil est de près de 37 milliards de dollars. Pour prendre la mesure de son importance, il faut avoir à l'esprit que la France investit davantage au Brésil qu'en Chine. Près de 1000 sociétés françaises présentes au Brésil ont également créé plus de 500 000 emplois directs, preuve de l'importance de ces compagnies pour le développement de mon pays. Je recommande vivement à toutes ces entreprises d'être attentives aux nombreuses opportunités d'investissement qui surgiront en 2021. Je peux parler principalement du programme de partenariat d'investissement du gouvernement fédéral que l'on connaît sous le sigle PPI, qui élargira les opportunités d'affaires dans 24 secteurs clés de l'économie, parmi lesquels l'assainissement, la production et la distribution d'électricité, la mobilité urbaine, le pétrole et le gaz. Au moyen de ce programme, l'intention en 2021 est d'aller également plus loin grâce à un vaste plan de dénationalisation qui donnera l'occasion aux intéressés de prendre une participation dans des entreprises importantes pour l'économie brésilienne. Le Brésil espère pouvoir compter sur l'apport français, non seulement en termes financiers, mais également en matière d'amélioration de la gouvernance et de la performance des sociétés actuellement contrôlées par le gouvernement fédéral brésilien. Dans un contexte d'énormes enjeux pour 2021, j'ai la certitude que la Chambre de commerce continuera d'être la plateforme privilégiée d'interaction, d'échange d'informations et de promotion des relations entre les entreprises et les professionnels brésiliens et français. Pour ce faire, la Chambre et ses membres savent qu'ils pourront compter toujours sur le soutien total de l'ambassade du Brésil à Paris et du gouvernement brésilien.
Pour conclure, permettez-moi de souhaiter un joyeux 12e anniversaire à la Chambre de commerce du Brésil en France, d'adresser tous mes voeux de réussite à son nouveau président, M. Jean-Pierre Clamadieu, et de vous souhaiter à tous un nouvel, un prospère et riche en réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces propos et pour ces informations qui sont utiles pour la compréhension de la relation actuelle. Alors, moi, j'ai reçu quelques informations sur les questions qui sont dans la tête de nos auditeurs aujourd'hui. Et bien entendu, il y a une question qui revient régulièrement, c'est la question des relations politico-économiques, pour dire clairement la relation entre les deux gouvernements, français et brésilien, avec la question toujours accessoire de l'Amazonie, la sauvegarde de l'Amazonie, du poids que représente ce sujet dans nos relations. Alors là, je ne sais pas qui pourrait répondre. Est-ce que c'est Jean-Pierre Clamadieu ou est-ce que c'est l'ambassadeur? C'est plutôt l'ambassadeur sur des sujets. Ah, il me semble aussi. C'est évidemment, il s'y attend, je pense, hein, le pauvre, parce que je sais bien qu'il est parfaitement au courant de ces sujets, de ces questions, que c'est une préoccupation. Si vous me permettez, Monsieur l'ambassadeur, je commencerai par vous dire que le gouvernement Bolsonaro n'a rien changé du code forestier qui est de 2012. Ce code forestier réserve 80% du biome de l'Amazonie. Et alors, un propriétaire en Amazonie doit cultiver que 20% de sa propriété. Ça, c'est unique au monde et ça nous fait croire que l'Amazonie restera plus ou moins de la façon qu'elle est pour plusieurs années. Nous connaissons la richesse qu'on a en Amazonie, la biodiversité, et vraiment, quand on voit les déboisements complètement, disons, hors normes, on voit qu'il y a des illégalités. Ce n'est pas une politique d'État déboiser l'Amazonie, parce qu'on suit le code forestier, on n'a rien changé de ce code, mais on sait aussi que beaucoup de ONG méconnaissent une réalité qui est celle de 23 millions de Brésiliens qui habitent en Amazonie. Maintes fois, quand je parle aux gens, ces gens pensent qu'en Amazonie, il y a un grand vide démographique. Il n'y a que 700 000 Indiens qui habitent. Ce n'est pas vrai. Il y a 23 millions d'habitants. C'est presque la population de l'Australie, dans une superficie pareille. Alors, il faut tenir compte de ça. S'il n'y a pas d'activité économique pour ces gens-là, s'il n'y a pas, disons, un prix pour la préservation de la forêt, les gens vont déboiser parce que les gens connaissent le prix du bois. Le bois est précieux. Alors, pour que les gens qui n'ont rien préservent la forêt, il faut qu'ils aient quelque chose à faire outre déboiser. Mais si on considère qu'en Amazonie, il n'y a que 700 000 habitants au lieu de 23 millions, on n'arrivera jamais à cette conclusion. Il faut qu'il y ait de l'activité économique soutenable pour ces 23 millions qui habitent. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Voilà, je crois, des réponses très précises et très concrètes aux questions que se pose l'opinion française et brésilienne, naturellement. Mais en ce qui concerne la relation bilatérale, comment la voyez-vous? Comment voyez-vous qu'elle évolue depuis que vous avez pris vos fonctions? Bon, moi, je vois que les investisseurs français
Et M. Clamadieu est le plus brillant exemple. Les investisseurs français ont toujours cru au potentiel du Brésil. Parce que parmi les pays émergents, il n'y a pas d'autres pays qui se ressemblent plus à la France que le Brésil en matière de vision partagée, en matière de valeurs communes. Alors, et M. Clamadieu a dit une chose, enfin très vraie, que je n'avais pas, disons, tellement pensé. C'est le fait que le Brésil vraiment est très généreux avec ces sociétés, ces entreprises qui investissent pour le long terme. Je sais que le Brésil n'est pas facile à comprendre. C'est un pays complexe. On dit au Brésil, le célèbre Tom Jobim disait que le Brésil n'était pas pour les amateurs, c'était pour les pros. Et c'est vrai. Mais c'est la complexité des pays qui ont une diversité, disons, très poussée. Je dis toujours que si on va à quelques pays européens, enfin, je ne citerai pas les noms, mais on les comprend tout de suite. La France même est beaucoup plus complexe que beaucoup de pays nordiques d'Europe. Le Brésil a ses complexités. Évidemment, il faut qu'on améliore, par exemple, le système tributaire, le système fiscal, et on y travaille. Il faut qu'on améliore aussi l'administration et il y aura une réforme administrative. Mais le fait est que le Brésil aujourd'hui a un environnement pour les affaires beaucoup plus sain qu'avant. Parce que la corruption, vraiment, la corruption systémique n'existe plus. Et ça, c'est très important pour les investisseurs. Nous avons une loi de rapatriement des profits qui est peut-être la plus sage, la plus, disons, utile pour les investisseurs. Je dis toujours que, enfin, je ne cite pas le pays, mais tout le monde sait que dans d'autres pays, rapatrier les profits est impossible. Au Brésil, c'est vraiment, nous en sommes très fiers. Au Brésil, rapatrier les profits, c'est la chose la plus facile au monde et ça arrive tout le temps. Et ça dépend même du taux de change qu'on commence à voir, le mouvement de rapatriement des profits très, très intense parfois. Mais le Brésil, c'est pour que le Brésil a justement cette loi de rapatriement très, disons, agréable aux yeux des investisseurs que le Brésil est le 7e pays en matière d'investissement étranger. Nous recevons toutes les années au moins 60 milliards de dollars. Et peut-être la clé, ce n'est pas seulement le potentiel du Brésil, mais c'est aussi ce cadre légal qui permet de rapatrier les profits. Est-ce qu'on peut demander à ce propos à Jean-Pierre Clamadieu de donner son opinion sur la fluidité financière justement entre les deux pays? Parce que c'est une question qu'on se pose souvent. On voit souvent le Brésil comme un pays sous-développé, fermé, compliqué administrativement, etc. Et en réalité, en général, la réponse est très différente. Et l'ambassadeur a raison de ce point de vue. Un opérateur éminent comme Engie, qu'en pense-t-il? Non, enfin, grande fluidité, vraiment, je confirme. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ces deux visions. Hein, les entreprises qui ont les moyens, la structure au Brésil et qui ont l'habitude finalement de vivre dans une forme de complexité administrative ou fiscale hein, qui est réelle. Hein. Je crois qu'on a plus de litiges fiscaux au Brésil qu'on en a dans tout le reste du monde dans le groupe. Hein. Et souvent sur des petits sujets ici et là, mais donc une réelle complexité. Mais alors vraiment, d'un point de vue financier, aucune difficulté. Selon les années, on a des flux dans un sens ou dans un autre, hein, parce que comme on est un gros investisseur au Brésil,
La problématique pour nous n'est pas simplement de rapatrier des profits ou des dividendes, mais on sait vraiment gérer les flux dans une direction comme dans l'autre. Donc vraiment faciliter à intégrer le Brésil dans un groupe international. Le Brésil a quelques réformes. Vous évoquez la réforme fiscale. Hein. On en parlait quand j'y étais en 99, et on devait en parler bien avant. Et donc oui, enfin là il y a une complexité dans le mouvement des biens au sein du pays qui est réelle. Hein, et la France devrait être prête à apporter son ingénierie au travers de la TVA qu'on a réussi à développer très efficacement pour venir aider à simplifier le système brésilien qui est complexe. Mais à nouveau, contrairement à plein d'autres pays, comme vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas de difficulté particulière pour un groupe comme le nôtre à intégrer le Brésil dans notre consolidation. Il y a une autre question qui vient à notre centrale. C'est une question circonstancielle parce qu'elle s'agit de la pandémie et de la façon dont le Brésil réagit à cette pandémie, cette catastrophe sanitaire. Je crois que peut-être M. Clamadieu pourrait nous parler un peu de l'industrie pharmaceutique au Brésil, parce qu'elle a un passé assez glorieux. Et justement, les auditeurs s'étonnent de voir que finalement, le Brésil n'a pas mis à profit aussi bien qu'il aurait dû sa capacité de recherche et développement, et qu'il a été surpris, comme tout le monde, par l'épidémie. Voilà. Voilà la question qui est posée. Quelle réaction vis-à-vis de la pandémie? Est-ce que le Brésil a les moyens de lutter particulièrement contre elle? Le Brésil est un pays de contraste, hein, donc le système sanitaire entre les différentes parties du pays peut être effectivement un petit peu différent. On voit que les efforts, à ce stade finalement, les efforts liés à l'industrie pharmaceutique qui réussissent, c'est les vaccins. Et encore, on en est juste au stade où les premiers produits ont été approuvés, les premiers lots sont livrés. C'est souvent le résultat d'efforts internationaux dans lequel des acteurs de différentes parties du monde sont concernés. Je pense que le Brésil a fait partie de certains des programmes d'essais de phase 3 de vaccins. Bon, on a appris avec regret qu'en France, Sanofi avait sans doute quelques difficultés dans le développement de son propre vaccin et que celui-ci était repoussé de quelques mois. J'ai pas d'autres commentaires à faire sur le sujet. Quand je regarde la situation vue d'un groupe comme Engie, qui a beaucoup de collaborateurs dans le reste du monde, il n'y a pas de différence très sensible quant à l'impact de l'épidémie. Je pense qu'on a su mettre en œuvre dans les pays où on a beaucoup d'effectifs les mesures de protection qui ont permis de limiter l'impact de la maladie. Donc, on n'a pas eu plus de personnel, proportionnellement de personnel impacté au Brésil que dans d'autres parties du monde. Curieusement pour nous, c'est l'Angleterre dans lequel on a eu un effet assez marqué, probablement lié au fait qu'on a des salariés plus âgés en Angleterre que dans le reste du monde. Mais donc, je dirais, vu d'une entreprise multinationale, pas de différence concernant la situation du Brésil. Et probablement, s'agissant du Brésil lui-même, une disparité assez grande de situation en différents États et peut-être d'ailleurs entre les différentes classes sociales quant à la capacité d'accès aux soins. Monsieur l'ambassadeur, à ce sujet, est-ce que vous avez… À ce sujet, j'ai quelque chose à ajouter et vraiment, je me félicite du point de vue de M. Clamadieu. Il y a vraiment des différences entre les États. Et il faut dire que la Suprême Cour brésilienne a enlevé du président tous les pouvoirs pour décider sur le confinement, le déconfinement et le reconfinement. Ça, c'est une chose que la presse de gauche, en général, ignore. Mais pour revenir, disons, au sujet des différences entre les États, je veux vous dire qu'à São Paulo, à l'État de São Paulo, habitent 20% des Brésiliens, à peu près. 50 millions
d'habitants pour 200 millions pour le Brésil. À Minas Gerais, on a une population qui équivaut à 10% de la population du Brésil. Bon, vous connaissez comment le gouverneur de São Paulo s'oppose au président Bolsonaro. Tout le monde le sait. Sa leadership, la leadership du président est toujours, tous les jours, contestée par le gouverneur de São Paulo. Bien. Alors, le gouverneur de São Paulo a décidé le plus strict confinement de tous les États. Mais peut-être les gens de São Paulo sont moins résistants. On voit que malgré ces confinements, on a eu 24% de décès au Brésil, à l'État de São Paulo. C'est-à-dire 20% de la population et 24% des décès. On a eu plus de 180 000 décès. Je crois qu'on est arrivé à 182 000. Mais malgré tout ça, vraiment, on regrette ce chiffre-là, mais le Brésil, par million d'habitants, est peut-être le 12e, pas le 2e. Un chiffre absolu, c'est le 2e après les États-Unis, avec, comme je vous ai dit, 182 000 décès. Mais si on considère la population par million d'habitants, nous sommes 12e, 13e au monde. Mais alors, on revient à Minas. 10%. À Minas, on a un gouverneur très populaire qui ne fait pas, disons, la politique anti-Bolsonaro, pour dire la moindre chose. Minas a 10% de la population du Brésil et a eu seul 1% de décès du Brésil. Alors, il y a quelque chose dans cette politique de confinement menée par les États qui est, disons, partisan, pour dire la moindre chose. Parce que si le gouverneur s'oppose au président Bolsonaro, c'est une règle. Si le gouverneur s'oppose au président Bolsonaro, le confinement est le plus strict possible. Justement parce que notre président, depuis le début de la crise sanitaire, disait toujours qu'il fallait faire attention à la santé et à l'économie. Et les résultats sont vraiment très, très différents. Vous voyez, 1% des décès sont à Minas et 24% des décès sont à São Paulo. Quand la population de São Paulo est le double de la population de Minas, mais pas 24 fois plus grand. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour cette analyse de la pandémie. Je crois que j'avais promis, je vous avais promis, monsieur l'ambassadeur, je vous avais promis, Jean-Pierre, que je ne vous tiendrai pas trop longtemps aujourd'hui. Je voudrais simplement vous poser une dernière question, monsieur l'ambassadeur. Quid des réformes? On en a déjà parlé un petit peu, des réformes fondamentales que le Brésil prépare. Est-ce que vous pensez qu'elles pourront aboutir dans les 2 années qui viennent, qui restent dans le mandat du président actuel? Et est-ce que nous pouvons espérer en particulier une réforme fiscale, sujet qui a été déjà évoqué, et une réforme du marché, une réforme relative au financement des infrastructures, à la privatisation? Comment voyez-vous le train de réforme qui avait été annoncé il y a maintenant un peu plus d'1 an? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre son cours dans les années qui viennent, avant la fin du mandat du président actuel? Oui, merci pour cette question, cher ami le courtier, mais il y a 3 chantiers encore au Brésil. La réforme fiscale, la réforme administrative et la réforme politique. Je crois qu'il y aura
des conditions plus favorables à partir de février, quand il y aura l'élection pour la présidence de la Chambre des députés, pour la présidence du Sénat fédéral. Ça va vraiment dépendre des résultats de ces élections. Le gouvernement fédéral a des espoirs que la présidence de la Chambre des députés sera beaucoup plus favorable au gouvernement que ne l'était pas la présente présidence. On connaît très bien que le président de la Chambre des députés avait des velléités, des espoirs de devenir une espèce de premier ministre quand le Brésil est un pays présidentiel. Il n'y a pas de premier ministre au Brésil dans la Constitution, mais le président de la Chambre agissait un peu comme un premier ministre dans un régime que vous connaissez très bien, qui est le régime de la cohabitation. Alors, je crois qu'à partir de février, avec une autre présidence à la Chambre des députés, on pourra voter ces réformes-là qui ont été mises à l'écart par le présent président de la Chambre des députés. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Comme je vous l'avais dit, chers auditeurs et chers collègues et amis, nous devons fermer cette session maintenant parce que les présidents ont beaucoup à faire, l'ambassadeur aussi. Je vous remercie infiniment tous. Je remercie notre président qui a eu l'occasion de s'exprimer très clairement. Je pense que vous recevrez peut-être des messages directs de la part de nos membres, si vous voulez bien y répondre. Et puis l'ambassadeur, nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises, heureusement, dans notre cadre. Et c'est toujours une joie pour nous d'entendre son analyse et ses perspectives de développement pour les relations bilatérales. Je vous remercie tous. Je crois que Rose Maire, qui est notre secrétaire générale éminente et qui est à l'origine de tout le dispositif que nous avons utilisé aujourd'hui, va nous envoyer quelques petites vidéos qui ont été transmises par nos membres. Si vous voulez, ceux qui veulent rester en ligne pourront les visionner. Et nous libérons le président et l'ambassadeur en leur disant encore une fois mille merci. Et je pense qu'on pourra commencer d'autres expériences de ce genre sur des sujets peut-être plus centrés. Là, c'était un anniversaire, une prise de contact. Et je vous remercie à tous, tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis, tous les participants, et en particulier nos deux personnalités éminentes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vais partager maintenant quelques vidéos que gentiment certains membres nous ont envoyées. Joyeux anniversaire, Chambre de Comércio do Brasil en France. Felicitações, longa vida a vocês. Obrigado por tudo que vocês já fizeram até hoje. E boa sorte, muita garra para tudo que tem ainda no futuro. Grande abraço, tchau, tchau. Bonjour à tous. Toute l'équipe de Natura en France se joint à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à la CCBF. Nous remercions particulièrement la CCBF de contribuer à maintenir des échanges entre la France et le Brésil. Parabéns para você. Bonjour à tous, je suis Raquel Busnello, je fais partie du conseil de la Chambre de commerce. Je suis très heureuse de vous souhaiter joyeux anniversaire. 2 ans, c'est très important. Je suis sûre que la Chambre serait chaque fois plus importante pour représenter les entreprises françaises et brésiliennes à Paris. Je suis très fière de l'administration de Rose et bien sûr Monsieur le Courtier. Je vous souhaite plein de réussite et je vous embrasse tous. Bye! Bisous de São Paulo. Aujourd'hui, on fête 12e anniversaire et c'est magique. Le travail de la Chambre de commerce est exceptionnel. On fait des événements, des tables rondes, des conférences et c'est très important pour la communauté brésilienne ici.
Bon, je voudrais féliciter la direction de la Chambre de commerce, à tous les membres et évidemment la Chambre de commerce de Brasil-France. Bon anniversaire. Chers amis, Banco do Brasil, qui a l'honneur d'être un des membres fondateurs de cette Chambre de commerce, tient à féliciter cette maison pour un nouvel anniversaire. Puisse nos valeurs et principes continuer à guider les initiatives spécialement renouvelées cette année, visant à renforcer les relations commerciales entre le Brésil et la France. Félicitations à cette maison et à toutes celles et ceux qui la font vivre. Merci beaucoup. Bonjour, je souhaite à la Chambre de commerce du Brésil en France toutes mes félicitations pour son 12e anniversaire. Je suis membre depuis sa création et donc témoin du travail remarquable de la Chambre dans les échanges Brésil-France. Rien ne serait possible sans la collaboration infatigable de son président, l'ambassadeur Philippe Lecourtier et ses équipes. L'appui de l'ambassade du Brésil en France se montrait aussi essentiel. Un grand merci à l'ambassadeur Serre et tous ses prédécesseurs. Tous mes amitiés à vous. Bonjour à tous, bonjour ambassadeur Lecourtier, bonjour Rose, bonjour membres du conseil d'administration, chers membres. C'est un honneur pour moi et une joie de participer à la célébration de la 12e année de la CCBF. On dit que l'âge de 7 ans, c'est l'âge de la raison. C'était à ce moment-là où je rejoins la Chambre et c'est pour moi des moments précieux, des moments de beaucoup d'apprentissage, des rencontres géniales que j'ai pu faire dans ma vie. Et j'étais ravie de pouvoir accompagner la Chambre dans ses premiers pas dans la cour des grands. Depuis New York, où je suis actuellement, je pense fort à vous. Je pense fort à ceux qui ont pris le flambeau et qui aident justement la Chambre à rentrer dans l'adolescence et à s'y réinventer. Je profite de ce moment pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année, que la prochaine année soit douce et prospère pour tout le monde. Feliz aniversário para a Câmara de Comércio, bon Natal e ano novo recheado de boas notícias para todos. Mesdames et messieurs, je suis Eliphaz Almeida, membre du conseil d'administration de la Chambre du commerce du Brésil en France. À l'occasion de la 12e année d'existence de notre Chambre, nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Dans un monde en constante mutation et dans lequel les relations internationales sont devenues de plus en plus complexes, notre Chambre joue un rôle primordial dans la relation entre les entreprises françaises et brésiliennes. Rendons hommage à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent encore à son succès. Souhaitons à notre Chambre du commerce un très long avenir avec de nouvelles réalisations et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Chambre de commerce du Brésil en France. Je suis très heureuse de faire partie de ces 12 ans d'histoire. Je voulais remercier aux membres du conseil d'administration, aux membres, personnes physiques et morales qui font confiance à notre service. Et je voulais remercier également l'ambassadeur Philippe Lecourtier, président du conseil d'administration, pour votre temps dédié à notre association. Muito obrigada. Bravo Rosmer, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça et c'est une belle réussite, je crois. J'espère en tout cas pour ceux qui ont participé. J'espère que pour 2021, on peut faire présentiel cet événement et que tout le monde peut partager ce moment avec nous avec une bonne tasse de champagne. En 13, ça sera le nombre 13, espérons qu'il nous portera bonheur. À bientôt. Merci beaucoup, hein. Merci à tous. Et je ne sais pas si Marie-Isabelle voulait quand même parler quelques mots comme notre trésorière, notre coordinatrice de notre commission.
Marie-Isabelle, ouais. Le micro. Voilà. Après tous ces beaux messages, dire que je suis très fière d'avoir été à l'origine de cette chambre. Je me rappelle le jour où monsieur l'ambassadeur Serge Amarao m'a invité dans son bureau pour me dire son intention de créer une institution vouée aux échanges économiques et commerciaux entre la France et le Brésil. Il m'a chargé de rédiger les statuts. Donc, c'est vrai que comme chambre de commerce, nous avons 13 ans. Mais avant la chambre de commerce, il y avait l'association France-Brésil pour le commerce qui a été créée en 2003 et c'était en 2008 que la ministre Christine Lagarde nous a honorés avec le droit d'utilisation du titre de chambre de commerce. Travailler toutes ces années avec tous les membres, avec Monsieur le courtier, avec Rose, avec Tatiana que je viens de voir, ça m'a fait tellement plaisir. C'était un honneur. Et là maintenant, je suis très heureuse que nous avons pu créer le conjour et que ça marche très bien et que tout le monde participe et que nous puissions donner des subsides à nous sur tous les contextes juridiques qui se passent au Brésil et en France. Bon anniversaire. Merci. Ambassadeur, on peut finir? Absolument. C'est dommage. Nous avons envie de donner la parole à tout le monde. Mais merci à tous et à bientôt.